Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Oriane de Karuna Setchen, l'ONG fondée par Mathieu Ricard, et je vais vous accompagner tout au long de cet été. Karuna Setchen agit et plaide pour un monde plus altruiste. En 2021, c'est 446 000 personnes accompagnées en Inde et au Népal. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être. Alors, qu'est-ce que le bien-être ? Eh bien, on peut le définir comme un état que l'on cherche tous plus ou moins à atteindre. Il est directement lié à plusieurs facteurs de notre vie. Cela peut être notre travail ou notre environnement, donc les personnes qui nous entourent ou le lieu où l'on réside. La santé, la réalisation de soi et l'harmonie avec soi-même font aussi partie des éléments qui influencent notre bien-être. On pourrait faire la différence entre bien-être physique et bien-être psychologique, puisque le bien-être physique renvoie à l'idée d'une bonne santé physiologique générale, et que le bien-être psychologique est quant à lui une composante personnelle un peu plus subjective, mais les deux sont en fait liés. Puisqu'en général, on constate que quand on ne va pas bien physiquement, psychologiquement cela se révèle parfois très compliqué, et à l'inverse, quand on ne se sent pas bien psychologiquement, cela peut avoir des répercussions physiques, jusqu'à provoquer des dérèglements conséquents sur le corps, comme par exemple provoquer un ulcère. Donc ces deux sortes de bien-être forment en fait un tout. Malheureusement, de nos jours, nous avons des modes de vie très stressants, ce qui nuit bien évidemment à ce bien-être. Des études certifient désormais que les 3/4 de la population mondiale ont souffert, souffrent ou souffriront de troubles psychologiques ou physiques. Même si ces chiffres sont alarmants, le problème n'est pas insoluble. Beaucoup de méthodes désormais existent pour justement favoriser le bien-être, telles que la méditation, le qigong, les psychothérapies ou encore l'hypnose. Dans cet épisode, Mathieu Ricard, moine bouddhiste français, scientifique, photographe et écrivain, Steven Lorès, neurologue et écrivain, seront rejoints à la fin de l'épisode par Anne-Sophie, psychologue et spécialiste de l'hypnose. Ils vont nous permettre de nous inspirer, de nous entraîner au changement et de nous engager. Mes premières questions, tout simplement, pourquoi y a-t-il de la souffrance ? Est-ce parce que nous sommes des êtres méchants qui engendrons de la souffrance et la méritons, comme le croient certains ? Ne sommes-nous pas foncièrement altruistes, bienveillants et ne pouvons-nous pas jouer là-dessus pour contribuer au bien-être de nos semblables et au nôtre par la même occasion ? Mathieu Ricard. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a encore de la violence sur Terre? Pourquoi les gens se massacrent? Pourquoi il y a de la discrimination? Pourquoi, comme l'a souligné le prix Nobel de la paix, y a encore-t-il des viols comme un fait de guerre? Pourquoi? Est-ce que parce que l'homme est fondamentalement égoïste? Alors, certains l'ont pensé, comme notre cher Sigmund Freud, qui pense que pour la plupart, ce ne sont que de la racaille, les êtres humains. Donc, c'est déjà pas un très bon départ dans l'existence. Ou alors, philosophe très influente aux États-Unis, Ayn Rand, qui dit que l'altruisme est immoral. Elle a écrit un livre sur les vertus de l'égoïsme. Soyez égoïste, c'est ça qu'il faut être. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, la nature humaine? Je crois que des fois, on n'est pas persuadé que nous sommes vraiment si mauvais. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe chez les très jeunes enfants? Nous sommes un animal social. Est-ce que les enfants ne sont pas plus portés vers les gens qui se comportent de manière altruiste les uns envers les autres? Nous pouvons devenir des psychopathes, commettre des génocides, oui, tout ça est possible, mais en gros, en général, nous avons une prédisposition plus forte en tant qu'animaux sociaux pour la coopération, pour préférer les gens qui se comportent bien les uns envers les autres. Donc c'est déjà un bon signe comme point de départ. De plus, nous adorons coopérer, c'est des moments joyeux, travailler ensemble, on chante, on fait la fête. Et puis, évidemment, il y a la lutte pour la vie, la survie du plus puissant, mais il a été montré maintenant dans la science de l'évolution que la coopération a été beaucoup plus créatrice tout au long de l'évolution pour créer des niveaux croissants de complexité, parce que la coopération, c'est tout le monde est gagnant. La prédation, il y a un perdant, un gagnant, celui qui mange, il y gagne. Et la compétition, en gros, il n'y a que des perdants, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie pour n'arriver finalement à rien. Est-ce que du coup, pour ressentir du bien-être, il faut obligatoirement faire preuve de bienveillance, d'altruisme? Est-ce que c'est essentiel à l'épanouissement? Ne peut-on pas ressentir du bien-être dans l'égocentrisme? Alors tout d'abord, je pense qu'au terme d'une vie où j'ai eu l'occasion vivre de très nombreuses années auprès de personnes qui étaient des sages, empreints de bienveillance, de discernement,
plus le temps avançait, plus je suis devenu intimement convaincu que la bienveillance, l'altruisme, la compassion étaient des composantes essentielles de l'épanouissement et qu'un bonheur égoïste, ça ne fonctionnait pas. En effet, qu'est-ce que c'est que l'égocentrisme? C'est le sentiment que nous sommes une entité entièrement séparée du monde et des autres, et que nous pourrions construire notre bonheur dans cette petite bulle. Dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer. Et non seulement ça sent le renfermer, mais ça vous rend misérable, parce que ça fait un univers très rétréci, et tout est comme une tempête dans un verre d'eau. Les louanges vous remplissent de vanité, les critiques vous rendent en colère ou vous dépriment. Et de plus, l'idée qu'on n'a rien contre le bonheur des autres, mais c'est plus facile de le construire, notre petit bonheur, dans notre petit coin, parce qu'il y a moins à faire si je m'occupe d'une seule personne que de l'ensemble de l'humanité. En fait, c'est une idée qui est fondée sur cette idée de séparation. Et puis, d'autre part, être sentiment exacerbé de l'importance de soi, donc moi, du matin au soir, généralement, ça vous rend la vie misérable et vous rendez presque certainement la vie misérable à autrui. De plus, cet égocentrisme très solidifié fait qu'on va accentuer l'attraction pour ce qui est censé plaire à cette entité de l'ego qu'on imagine être unitaire, autonome, etc., et le sentiment de répulsion de tout ce qui menace en quelque sorte cet ego. De là vont s'amplifier dans d'autres états mentaux perturbateurs comme la haine, le désir obsessif, l'attachement, et aussi le manque de discernement. Et tout ça mène à des tourments. Je veux dire, si ce n'était pas une cause de souffrance, finalement, ça ne serait pas si grave. Alors, en fait, si vous voulez, l'idée de l'amour altruiste est fondée sur la compréhension de l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes tous reliés d'une façon ou d'une autre. Notre bonheur se construit avec et au travers des autres, et notre souffrance aussi est liée à celle d'autrui. Et donc de comprendre qu'au fond de nous-mêmes, bien sûr, nous ne souhaitons pas souffrir de manière, même si nous sommes totalement déboussolés, que nous faisons tout le contraire de ce qui pourrait nous faire nous épanouir dans l'existence, néanmoins, au fond du fond, nous préférions, si c'était possible, de ne pas souffrir et jouir de certains sentiments de plénitude dans l'existence. Donc comprendre cette humanité commune, cette sentience commune, même avec les autres espèces, c'est le fondement même de la compassion et de la considération d'autrui. Parce que si j'accorde de la valeur à mon aspiration à ne pas souffrir, pourquoi ne pas en accorder à cette même aspiration chez les autres? Mais des fois aussi, la souffrance des autres nous impacte trop quand on est trop dans l'empathie, par exemple. Ça peut mener à des situations telles que le burn-out. Ce serait peut-être intéressant de dire quelques mots là-dessus, car cet épuisement professionnel constitue l'une des plus grandes sources de souffrance et donc des plus grandes nuisances au bien-être actuellement. Il y a deux types de burn-out, ça a été bien étudié. Burn-out professionnel en général, où on est coincé entre nos supérieurs et ceux qu'on est censé diriger, si c'est le cas. Et puis, notre marge de manœuvre et de créativité est très réduite. On est comme une petite vis dans son pas de vis. Donc, il y a un côté de sentiment d'impuissance. Et à mesure que le stress augmente, finalement, on s'accuse de ne pas être à la hauteur alors que c'est l'environnement qui crée le burn-out. Donc ça, c'est un type de burn-out professionnel. Il y a un autre type de burn-out qui affecte dans les hôpitaux, les travailleurs sociaux. C'est le burn-out de la détresse empathique, donc de l'épuisement émotionnel face à la souffrance. Alors une étude aux États-Unis a montré que 60% de tout le personnel médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, infirmières, etc., ont souffert, souffrent ou vont souffrir du burn-out. J'ai parlé de ça à la faculté de médecine à Singapour, et il y avait un Anglais qui était venu spécialement faire une recherche sur le burn-out à Singapour, qui pourtant est un pays riche, où il y a de grandes facilités. Il dit que c'est 80% des gens qui se plaignent du burn-out dans le monde du médical. Et dans le monde social aussi, ceux qui s'occupent des sans-abri, etc. C'est très difficile. Donc, nous sommes intéressés un peu à la question avec Tanya Singer, qui est une spécialiste de l'empathie, et elle m'a fait passer dans des IRM, de nouveau, le cobaye, hop, dans le four. Et donc, j'ai essayé de méditer sur l'amour altruiste. Et au bout de 5 minutes, Tania m'a dit, parce que c'était de l'IRM en temps réel, on a fait ça à Maastricht,
Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce qu'on voit dans le cerveau quand normalement les gens ont cette empathie avec la souffrance de l'autre. J'ai dit, ben, je parle de compassion. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu m'expliques, sors de l'IRM, on va causer. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux faire que de l'empathie? Donc j'ai essayé pendant 45 minutes d'engendrer une résonance affective très forte avec la souffrance que j'imaginais. Dans nos projets humanitaires, nous avons travaillé dans des régions de sinistrés de tremblements de terre, etc., etc. Et au bout de 45 minutes, j'avais un burn-out complet. Et quand je suis passé à la méditation sur l'amour altruiste, à ce moment-là, tout s'est dissipé. C'était au contraire quelque chose qui embrassait la souffrance, qui l'abordait comme, avec un sentiment, comme un père ou une mère, avec un amour inconditionnel pour la personne qui souffre. Et dans le cerveau, c'était complètement différent. Et du coup, on a publié une étude scientifique en augmentant le nombre de sujets qui a montré qu'il n'y avait pas de fatigue de la compassion et de l'amour altruiste, mais il y a une fatigue de l'empathie. L'empathie livrée à elle-même, c'est comme une pompe à eau sans eau, elle brûle. Donc ça, c'est très important dans le monde médical. Et donc l'idée, ça serait de faire un projet d'entraînement de l'esprit par la bienveillance, l'amour altruiste, la méditation sur la compassion. Donc la méditation sur la compassion pourrait visiblement permettre d'atténuer ce phénomène d'épuisement professionnel et émotionnel, du coup. Alors nous l'avons dit au tout début de l'épisode, il y a énormément de gens en souffrance. Comment y remédier? Quelles peuvent être les solutions envisageables? Steven Loreis. Je reconnais quand j'ai à ma consultation au CHU des personnes qui, soi-disant, ont tout pour être heureux et ils viennent parce que problèmes de sommeil, d'anxiété, dépression, mal à la tête. Et je suis parfois frappé par cette demande des patients, et nous sommes tous ici patients potentiels, d'une solution rapide. Ils veulent que je prescris quelque chose. Et donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens, et tu vas pouvoir nous informer sur ces approches qui sont autres que simplement pharmacologiques. Au niveau psychothérapie, on travaille nous beaucoup avec l'auto-hypnose et peut-être la méditation. Alors on va commencer effectivement par parler de l'entraînement de l'esprit ou de méditation et expliquer en quoi ça peut être justement une solution au mal-être et procurer davantage de bien-être. En gros, si vous voulez, l'entraînement de l'esprit, c'est un changement individuel, personnel. Mais si on se contentait d'être bien dans son petit coin, ça ne servirait pas à grand-chose. Il faut que ça se traduise également par un changement sociétal. C'est-à-dire que nous ayons une société plus inclusive, plus altruiste, plus bienveillante. Et pour ça, donc, il faut évidemment commencer par soi-même. Donc notre esprit peut être notre meilleur ami, notre esprit peut être aussi notre pire ennemi. Et nous le savons bien, à une époque où l'âge moyen de la première dépression en Europe est passé de 25 ans il y a 20 ans à, je crois, 16 ou 17 ans aujourd'hui. Donc certainement, il y a là une préoccupation évidente. Donc notre esprit peut aussi être notre pire ennemi. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit, de nous faire rendre malheureux dans un petit paradis et, à l'inverse, de nous permettre de garder notre joie de vivre, même face à l'adversité. Alors c'est clair que, dans certains cas, les méditations sont indispensables. Mais en même temps, ça ne remplace pas un changement progressif, lent et durable. C'est un petit peu comme le dopage dans les sports. Si vous voulez, les gens qui s'entraînent pendant des années et des années, et puis malheureusement, certains sont tentés par prendre une petite dose de dopage pour un tout petit peu plus que leurs concurrents, qui eux aussi se sont entraînés des années et des années. Mais si un gars qui arrive et qui dit moi je ne vais pas m'entraîner, je prendrai une bonne dose de dopage et je vais être champion olympique de marathon, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui ont une action momentanée qui peut être puissante, comme implanter des électrodes dans le cerveau, vous pouvez créer toutes sortes d'expériences subjectives, mais dès que vous retirez les électrodes, c'est fini. Tandis que l'entraînement de l'esprit amène des changements durables dans le cerveau. On va un petit peu parler aussi du coup de l'hypnose, qui peut aider à surmonter son mal-être, mais nous reviendrons un petit peu aussi sur la méditation. Anne-Sophie, spécialiste de l'hypnose, tu vas nous parler un petit peu des clichés qui entourent l'hypnose et va nous expliquer comment elle fonctionne dans le cadre d'une thérapie. Je suis ravie de parler de l'hypnose avec vous. D'abord, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? C'est un état de conscience modifié. Ce n'est pas un état de veille, mais ce n'est pas le sommeil non plus.
C'est un état de conscience tourné vers l'intérieur, un peu comme peut-être à la méditation, et déconnecté de l'extérieur. On se sert de l'état hypnotique, en fait, par exemple en chirurgie, au bloc opératoire, pour augmenter le confort du patient et diminuer donc les sensations de douleur qui seraient associées donc au geste chirurgical. Il y a différentes formes d'hypnose, différents types d'hypnose, et celle la plus connue, c'est l'hypnose directive. C'est l'hypnose telle qu'on la pratique dans les foires, dans les spectacles. C'est une hypnose qui implique évidemment une soumission du patient ou du sujet plutôt à ce moment-là au praticien et une perte de volonté. Néanmoins, quand on regarde les spectacles de foire, on est quand même dans une hypnose directive où le praticien, donc avec des suggestions, avec des gestes, force en fait un état de conscience modifié. D'accord ? On estime plus ou moins que 2 à 5% des sujets réagissent très vite et très bien à cette hypnose directive. Parfois, malheureusement, les personnes qui vivent cette expérience vont développer un malaise en fait, et 10% en fait des spectateurs qui ont vécu ce type d'expérience développent ce malaise. La plupart du temps, ce malaise disparaît spontanément, mais malheureusement, parfois, en consultation, on a quand même à travailler avec des personnes qui gardent une expérience traumatique en fait de ce show et de spectacle en fait. Ils ont l'impression en fait qu'ils sont sous l'emprise du praticien, de l'hypnotiseur en fait, et qu'ils ont perdu toute leur volonté. Alors, on reproche, c'est vrai, souvent à l'hypnose d'être une certaine forme de manipulation. Et c'est vrai, bien sûr, qu'on va jouer sur le principe de l'influence et des suggestions. En thérapie et en médecine, on va le faire en suivant un principe de bienveillance, et on en a parlé tout à l'heure. On le fait avec un objectif thérapeutique, et on le fait donc dans un contexte de soins et dans des pratiques réglementées, en fait. Ce qui est je pense, en jeu, c'est plutôt l'intention portée par celui qui pratique l'hypnose que l'hypnose en tant que telle. L'hypnose en tant que telle n'est ni bienveillante ni malveillante. C'est celui, évidemment, qui la pratique, qui peut, évidemment, l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Alors, l'hypnose, j'ai évoqué tout à l'heure qu'on pouvait l'utiliser en chirurgie, mais il y a beaucoup d'autres domaines de soins où elle est utilisée aujourd'hui. On l'utilise pour tout ce qui est gestion du stress post-traumatique, on l'utilise pour la souffrance psychologique, et on l'utilise en particulier dans la douleur chronique, en fait. La prise en charge de la douleur chronique est assez différente de la prise en charge de la douleur aiguë. La médecine classique, comment est-ce qu'elle va traiter une douleur ? On va tenter de faire un diagnostic pour choisir un traitement, et ce traitement, normalement, devrait faire disparaître le symptôme. Quand on est face à une douleur chronique, la douleur perdure, malgré les traitements, malgré la thérapie, malgré la médecine, en fait, la pharmacologie. Et le patient, progressivement, va rentrer en fait dans une sensation et une impression d'être abandonné par la médecine, et il va développer cet enfermement sur sa douleur. Milton Erickson donc, va utiliser un autre type d'hypnose, et les thérapeutes vont emboîter le pas de Milton Erickson, qui est une hypnose permissive, où le thérapeute va utiliser donc, des suggestions, des évocations, des métaphores pour induire un état hypnotique et pour faire adhérer le patient au traitement et pour faire adhérer le patient à la prise en charge médicale. En fait, le thérapeute, dans ce cas-là, n'est qu'un catalyseur en fait, d'un mécanisme naturel que possède l'homme. C'est un mécanisme naturel, la possibilité que nous avons en nous de nous laisser glisser dans un état hypnotique, notamment lorsqu'on est confronté à un danger extrême, en situation de crise. Nous avons cette capacité
de nous laisser plonger dans cet état pour nous protéger en fait. Et c'est encore aujourd'hui observable chez certaines personnes lorsqu'ils se cassent par exemple une jambe, un alpiniste qui se casse une jambe et qui est capable d'aller jusqu'au refuge, on peut se demander comment est-ce qu'il est capable de faire ça. Il se met lui-même dans cet état d'hypnose en fait. Et c'est pour ça qu'on distingue en fait cet état d'auto-hypnose spontanée avec le travail thérapeutique où la relation entre le thérapeute et le patient est primordiale. Et nous n'avons pas sous hypnose une cartographie standard en fait du cerveau, puisqu'on va devoir prendre en considération pas seulement l'état hypnotique, mais bien évidemment le travail que le thérapeute fait avec le patient sous hypnose, qui va modifier sa cartographie en fait. Ce qui est, je pense, intéressant aussi, c'est de comparer justement comment l'hypnose et ses applications thérapeutiques, comme la méditation et les différentes formes qui peuvent aussi aider, sont peut-être comparables ou différentes et de, chez le même sujet, essayer de vivre ces deux états. Là, en neurosciences, et moi j'ai été souvent le sujet aussi d'expérience sur la douleur. Alors j'ai tout eu, hein, l'eau chaude, l'électricité. Et effectivement, il y a deux manières, finalement, pour des gens, disons, en dehors des stratégies d'entraînement de l'esprit, de faire face à la douleur physique, en tout cas, à part l'hypnose, disons, c'est de distraire la personne, ce qui fait que l'intensité et la qualité de la douleur n'est pas aussi perçue, et de ce fait, il y a moins d'appréhension, de répulsion, et donc ils décrivent une douleur de moindre intensité, et il y a moins de l'aspect, disons, négatif, la valence négative attachée à la douleur est réduite, simplement parce que leur esprit est ailleurs. Et ce qu'on a observé chez les méditants, c'est deux différences. D'une part, ils étaient absolument, très clairement conscients de l'intensité de la douleur, même, on peut même dire qu'ils l'éprouvaient encore au sommet de l'intensité, mais le côté déplaisant était en quelque sorte neutralisé par un état mental très vaste, ou au contraire en plein de félicité, qui était mutuellement incompatible avec le côté très déplaisant de la douleur. Et une autre chose, c'est que lorsque la douleur vient progressivement, par exemple un truc très très chaud qui monte à 49 degrés, et donc ça dure 10 secondes, et les aires cérébrales de la douleur, le réseau, est activé presque tout de suite. Donc une anticipation d'anxiété de l'expérience de la douleur qui n'a pas encore atteint son pic. Et après que l'eau soit retombée à une température normale, il y a encore des vagues, tandis que chez les méditants, jusqu'au moment où la douleur est très intense, en gros, ils ne bougent pas émotionnellement, et dès que la douleur est partie, de nouveau, ils sont immédiatement à une période de restauration de leur état normal. Donc c'est assez différent, en tout cas, des stratégies autres que l'hypnose qui sont parfois utilisées avec la douleur. Oui. En fait, dans l'hypnose, on va également utiliser une certaine forme de distraction. C'est le thérapeute qui va accompagner le patient et qui va lui faciliter ce glissage vers un état en fait d'hypnose. Et dans cet état, il va pouvoir en fait vivre réellement les situations suggérées par le thérapeute. En fait. J'avais entendu la personne avec qui vous travaillez dire qu'elle avait opéré un enfant de la thyroïde, oui, en l'accompagnant, en lui suggérant pendant toute l'opération d'être en vélo dans la forêt, etc. C'est ça. Tandis que dans la méditation, il y a un état au contraire de parfaite lucidité de tout ce qui se passe à chaque instant. Mais l'autre stratégie, c'est de modifier la réaction où la douleur est déplaisante et au contraire d'emplir l'esprit d'une sorte de félicité naturelle engendrée par l'esprit qui est mutuellement incompatible avec la répulsion vis-à-vis de la douleur. Oui. Donc c'est une autre stratégie. J'ai été trop loin peut-être. Dans l'hypnose, en fait, ce qu'on nous montre, ce que les patients nous disent, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de vivre la situation, d'expérimenter la situation. Et
Et quand on regarde d'ailleurs au niveau cérébral, lorsque le patient sous hypnose écoute un bruit, est en mouvement ou entend un son, ce sont les aires de l'audition, du mouvement et du visuel qui sont activés, comme s'il vivait vraiment l'expérience. Et c'est ça qu'on utilise évidemment en tant que thérapeute, puisqu'on va pouvoir recadrer les choses. Et notamment par rapport à la douleur chronique, parce que une des questions en fait, c'est la question de contrôle. Souvent en fait, on voit l'hypnose comme une perte de contrôle. Paradoxalement, c'est le contraire quand on est sous hypnose. On va chercher à atteindre une autre forme de contrôle. Et plus on va vers cette autre forme de contrôle, plus on a une sensation de sérénité et de bien-être. Bertrand Piccard, que vous connaissez certainement, qui utilise évidemment l'hypnose et qui l'a utilisé dans son voyage, utilise la métaphore du vol en ballon. Dans une montgolfière, en fait, le pilote n'a pas le contrôle du vent, en fait. Il n'a pas le contrôle de la force ni du vent. Et donc, s'il veut évidemment changer de direction, il n'a que le contrôle d'un seul élément, c'est l'altitude. Donc, il va devoir découvrir l'altitude pour pouvoir évidemment trouver l'altitude qui lui permet de progresser et d'avancer encore. D'accord ? Et c'est ça que nous devons apprendre à faire en fait dans la vie, si on cherche à mieux gérer évidemment la souffrance ou toutes les turbulences de la vie. C'est de tenter, on a appris depuis le début, depuis tout petit, de lutter, de résister avec force pour chercher à contrôler les choses. Évidemment, de temps en temps, on peut gagner, ça marche très bien, la lutte et la volonté, mais on se rend compte que, par exemple, dans le cas de la douleur chronique, on s'épuise à lutter contre et on souffre encore plus. Donc, il faut apprendre à lâcher du lest, à se débarrasser un petit peu de tout ce qui nous a l'air alourdi pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est ce que l'hypnose nous aide à faire en tant que thérapeute avec le patient. Pour finir, étant donné que nous avons parlé de méditation et de compassion, nous vous proposons de méditer sur la compassion. Donc tout simplement, commencez par imaginer la personne envers laquelle c'est le plus naturel et le plus facile, et puis laissez votre paysage mental entièrement se remplir de cette bienveillance. Bien sûr, si cette personne souffre, cette bienveillance devient immédiatement le souhait qu'il soit séparé de la souffrance et de ses causes. Sur cette petite méditation, l'épisode va toucher à sa fin. Alors, comme nous l'avons vu, le bien-être, bien qu'il soit au cœur des préoccupations de beaucoup d'entre nous, est un état parfois compliqué à cultiver. En effet, on constate qu'il y a énormément de souffrance. Ce peut être de la souffrance physique, quelqu'un qui a une maladie ou qui fait une chute, ou encore de la souffrance psychologique, liée par exemple à la dépression ou encore à l'épuisement professionnel. Nous avons vu que nous avions tous en nous un potentiel de bienveillance, d'altruisme, de compassion,
qui sont essentielles à notre épanouissement. Notre potentiel de bien-être se situe aux antipodes de l'égocentrisme. Ce sont des qualités, comme nous l'avons vu, que nous pouvons cultiver, sur lesquelles nous pouvons agir, notamment au travers de la méditation, de l'entraînement de l'esprit. Mais bien évidemment, la méditation n'est pas le seul remède au mal-être, il en existe beaucoup d'autres. Nous avons surtout mis l'accent dans cet épisode sur l'hypnose. En effet, il s'agit souvent d'une technique plutôt mal comprise, entourée de nombreux clichés, et pourtant, elle fonctionne et permet réellement, quand elle est bien comprise et bien appliquée, d'atteindre un plus grand bien-être. Bien entendu, ces deux méthodes, la méditation et l'hypnose, sont loin d'être les seules. Nous avons rapidement évoqué d'autres thérapies, dirons-nous, telles que le Qigong. Mais il existe aussi d'autres méthodes, telles que le tai chi, le yoga ou encore la sophrologie. Certaines de ces méthodes vous parleront plus que d'autres, c'est pourquoi je vous encourage à vous renseigner sur chacune d'entre elles pour voir laquelle vous conviendrait le mieux. Nous mettons à votre disposition dans la description de cet épisode des ressources afin de déterminer quelle méthode serait la plus adaptée à vous. L'épisode va toucher à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Karuna Setchen ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet dont le lien s'affiche dans la description de l'épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à le partager. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour un 7e épisode sur l'enjeu climatique. Très bonne semaine et à la prochaine.